Bonjour à tous, bande de fans de catch, ici Kozak, et aujourd'hui nous allons parler exclusivement des Wrestling Observer Awards Winner de 2023, les gagnants du Wrestling Observer Awards, des récompenses du Wrestling Observer écrit par Dave Meltzer. Chaque année il fait ce petit truc, Dave, notre bon copain Dave, hein, vous savez à quel point on aime Dave sur cette chaîne, hein, à quel point on est en accord avec tout ce qu'il dit, pas du tout. Mais du coup c'est toujours un plaisir de parler de ce qu'il fait, de ce qu'il produit. En l'occurrence, le Wrestling Observer, ce n'est pas lui qui décide de qui l'emporte, ce sont audimat, ses lecteurs de ses newsletters, de son Wrestling Observer, qui décide, qui vote, je crois qu'il vote pour 3 catcheurs, il me semble, dans chaque catégorie, en numéro 1, numéro 2, numéro 3, et ensuite il récupère les points que chaque place représente pour faire le classement général de l'audience, et dans chaque catégorie, et aussi ainsi on a le classement. Sur la page où je suis, on voit le top 3 pour chaque catégorie, et on va aller dans l'ordre. En tout cas on va commenter un peu tous ces gagnants, et on va un peu commenter, critiquer un peu ce que pense l'audimat de Dave Meltzer, à quel point il leur lave le cerveau, mais aussi, malgré tout, à quel point, même après s'être fait laver le cerveau, les lecteurs restent lucides quant à la qualité du produit qui leur est proposé et retournent leur veste. Il y a beaucoup de choses qui sont quand même assez intéressantes, on va remarquer. Alors dans un premier temps, le prix le plus prestigieux, le plus intéressant, le Lutzes/Ric Flair Award, entre parenthèses, le catcheur de l'année. En première position, Will Ospreay. Encore une fois, vous précipitez pas par rapport à mon soupir. Je ne vais pas dire du mal de Will Ospreay. Will Ospreay, au final, j'en ai pas assez vu. Et ce que j'ai vu de lui, j'ai pas vu qu'il y a des choses mal. Je pense que c'est un bon catcheur. Oui, c'est un bon catcheur. Un très bon catcheur. Dans le in-ring, il est très bon. Et j'attends de lui dans le futur à la l'AEW. J'attends de voir ce qu'il va me proposer. Pour l'instant, je ne peux pas vraiment le voir. Il n'est pas vraiment mis devant la télé. Je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs. Mais bref, j'ai envie de voir ce qu'il me propose. Il gagne le prix de Wrestler of the Year. Il est loin devant Cody Rhodes. En deuxième position, qui est aussi devant MJF. Cody Rhodes et MJF devraient être au-dessus de Will Ospreay. On parle du catcheur de l'année. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, le catcheur de l'année ? Le catcheur de l'année, c'est celui qui fait les meilleurs matchs ? Ou c'est celui qui va rapporter le plus de thunes, qui a fait le plus parler de lui pendant cette année ? Parce que moi, je pencherais plus pour la deuxième option. Le catcheur de l'année, c'est le catcheur le plus important de l'année, le plus influent de l'année. Et encore une fois, ça devrait être Roman Reigns. Soit Roman Reigns, soit Cody Rhodes. Ce sont les deux catcheurs qui ont fait le plus parler d'eux cette année. Et pourquoi pas aussi MJF, parce qu'on sait tout l'amour que porte Dave Meltzer pour l'AEW, à quel point son audimat a le cerveau lavé par l'AEW. Avoir un MJF en première position qui a passé la plus grande partie de l'année en tant que champion du monde de la fédération, ce serait pas déconnant. Bien sûr, je comprendrais, même si je serais pas forcément en accord, je comprendrais. Will Ospreay, s'il vous plaît, quoi. Je n'ai rien à foutre qui fait New Japan. Qui en a quelque chose à foutre de New Japan ? On parle du catcheur de l'année au monde. Au monde. La plupart des gens ne connaissent pas New Japan. La plupart des gens ne connaissent pas Will Ospreay. Alors oui, vous tous, tout le monde, vous connaissez tous Will Ospreay. Bien sûr, vous êtes des fans de catch et ce nom, vous commencez à le connaître. Et beaucoup de gens, et je pense que je faisais partie de ces gens aussi, connaissent de loin Will Ospreay, mais ne connaissent pas vraiment. Et on ne peut pas les blâmer pour ça. C'est un catcheur important dans les compagnies de catch secondaires. C'est un fait. En fait, c'est exactement comme si actuellement, encore une fois, peut-être je vais pas passer trop de temps sur cette comparaison parce que pas tout le monde va forcément connaître, mais c'est comme si vous disiez que Raphaël Quénard est l'acteur le plus grand acteur de l'année. Et je suis persuadé qu'un tiers d'entre vous va dire c'est qui Raphaël Quénard ? Raphaël Quénard, c'est l'acteur principal de Yannick, le dernier Dupieux, qui a fait beaucoup parler de lui, aussi l'acteur de Chien de la Casse, qui a remporté le César du meilleur espoir masculin cette année. Bref, un immense acteur en français, un très grand acteur français que j'aime énormément, mais il n'est pas pour l'instant assez influent pour se prétendre être l'acteur de l'année. Et pour moi, c'est exactement le même truc avec Will Ospreay.
Et vous savez quoi? On va tout de suite parler de la deuxième catégorie. Donc moi je l'aurais mis à Cody Rhodes parce que pour moi Cody Rhodes c'est celui qui a eu l'histoire la plus intéressante, qui a dégagé la clim la plus intéressante et qui fait le meilleur comeback de l'année au Royal Rumble. Bref, c'est l'histoire de Cody Rhodes. Cette année, toute l'histoire est autour de Cody Rhodes. Toute l'histoire est autour de Cody Rhodes. C'était soit Cody, soit Roman Reigns. Encore une fois, même si Roman Reigns catch pas tout le temps, on s'en bat les couilles. À chaque match de Roman, les gens se connectent. Les gens ont hâte de voir ces matchs à chaque putain de fois qu'il apparaît. C'est le plus gros draw du monde. Point barre. Parce que la deuxième catégorie, c'est Most Outstanding Wrestler, le catcheur le plus impressionnant, le plus spectaculaire. Et là, Will Ospreay numéro 1. Et vous savez quoi? Je n'ai aucun problème avec ça. Will Ospreay aurait dû simplement remporter cette catégorie, Most Outstanding Wrestler, parce que peut-être qu'il le mérite. Moi, je n'ai pas vu tous ses matchs, je ne suis pas un immense fan, je le trouve bien, Will Ospreay, mais je ne suis pas en désaccord total avec cette récompense. Most Outstanding Wrestler, et c'est à l'unanimité, hein, vraiment, il est loin devant Bryan Danielson et devant Kenny Omega. Et oui, c'est très bien, Most Outstanding Wrestler, il n'y a pas de problème, mais pas meilleur catcheur de l'année, il faut pas déconner. Will Ospreay, qu'est-ce qu'il a fait cette année, Will Ospreay? Il a gagné les trucs de New Japan, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Passons. Tag Team of the Year, l'équipe de l'année numéro 1, FTR. Je vois aucun problème avec ça. Même si le début d'année de FTR a été compliqué et la fin d'année est aussi un petit peu compliqué pour FTR, il ne faut pas oublier le milieu de l'année au début de Collision où FTR sortait banger sur banger, où Collision était le meilleur produit de l'industrie du catch au monde et que c'était la meilleure équipe, point barre, et que c'était hyper intéressant, ils faisaient les meilleurs matchs, ils avaient des bonnes promos, ils étaient over as fuck. Bref, FTR c'était une dinguerie, c'était un banger et les voir numéro 1 devant Kevin Owens, Sami Zayn, qui méritent leur place numéro 2 parce qu'ils ont fait partie de la storyline une des storylines les plus intéressantes de WrestleMania de l'année dernière. Donc c'est complètement logique de voir Kevin Owens, Sami Zayn numéro 2 et FTR numéro 3, numéro 1. En numéro 3, on a Hiroki Koto et Yoshihashi, je connais pas. Sorry. Best on Interviews, la meilleure promo. Numéro 1, Eddie Kingston. Encore une fois. Oui, Eddie Kingston a une bonne promo. Mais pourquoi cette année? Pourquoi il remporte cette année Eddie Kingston? Eddie Kingston, on l'a vraiment vu beaucoup cette année? On l'a pas vu cette année Eddie Kingston. Il est devant MJF, qui était champion de la fédération pendant une putain d'année, qui a sorti promo sur promo chaque putain de semaine, et devant Christian Cage, qui passait une grosse partie de l'année en tant que champion de TNT, et qui sortait masterclass sur comment faire une promo. Pourquoi c'est pas eux qui sont devant Eddie Kingston? Eddie, la Ring of Honor, il a fait plein de promos. Qui on a quelque chose à foutre de la Ring of Honor? Encore une fois, Best on Interviews. Il est où CM Punk? Non, sans déconner, il est où CM Punk? Oui, il a passé une grosse partie de l'année étant blessé, mais je suis désolé, sa promo de retour à Collision, c'était incroyable. Ses promos retour à la WWE, c'était incroyable. Ses promos chaque semaine contre Cody Rhodes, Drew McIntyre, Seth Rollins, c'était banger. Non, je suis désolé, Best on Interview cette année, c'est CM Punk, point barre. C'est CM Punk direct. Eddie Kingston, encore une fois, il est fort, Eddie Kingston, il mérite pas la meilleure interview de l'année. Et Audimat de Dave Meltzer, là, arrêtez de vous faire laver le cerveau à ce point. Qu'est-ce qu'il a fait, Eddie Kingston? Qu'est-ce que vous avez vu à ce point? Ah putain, mais ces gars, ils regardent que la Ring of Honor, quoi. C'est pas compliqué, c'est incroyable. Ok, là, ça devient intéressant. Promotion of the Year. La promotion de l'année, la compagnie de l'année. Ça fait, je ne sais pas combien, en fait, ça fait depuis le début de la création de l'AEW que l'AEW remporte ce putain de prix. Promotion of the Year en 2023, la WWE à la quasi-unanimité. Ils explosent la AEW. La AEW seulement deuxième. Et ça, c'est intéressant. Parce que quand on sait à quel point Dave Meltzer est anti-WWE et suce la queue de la AEW depuis les putains de débuts, que son Dima était complètement matrixé, complètement brainé par ses propos, qui vote quand même pour la WWE, ça veut dire quelque chose. Les gens sont obligés de reconnaître que cette année, en tant que promotion, en tant que compagnie, la WWE a explosé tous les records et a montré pourquoi elle était aussi dominante et était la meilleure compagnie au monde. C'est un fait. Et je suis persuadé que les fans sont tous gênés des propos de Tony Khan qui n'arrête pas à chaque Metascrum de dire « On est sur notre meilleure lancée, c'est notre meilleure année, on n'a jamais fait une aussi bonne année, on n'a jamais fait des aussi bons matchs, mais ferme ta gueule, ta compagnie elle va pas aussi bien, ta meilleure année c'était en 2021, point barre. »
Point barre. 2021-2022, c'était 2021 plutôt. C'était ta meilleure année. C'était de loin ta meilleure année. Et non, tu n'arrives pas à la hauteur de 2021 à l'heure actuelle. Tu te coules. Tu coules, Tony. T'es en train de couler. J'espère que Dave Meltzer, que les prix, lui qui est Tony Khan, qui est un fou des prix, qui est un fou des tableurs, qui est un fou qu'on lui suce la queue tout le temps, qui est un fou qu'on lui dit à quel point il est great, 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 génial. J'espère que Dave va le faire bouger un petit peu le cul. Peut-être que Tony, il a peur, il doit avoir peur pour sa vie. Là, il est en train de pleurer, il se dit putain, j'ai pas eu le prix, j'ai pas eu mon Oscar. Ah, Putain. Espérons que ça lui fasse bouger un peu les choses. En tout cas, on a l'impression que ça fait bouger un peu les choses. Je sais pas si vous avez remarqué. Enfin, il y a eu plusieurs news comme quoi il changeait un peu son équipe, comme quoi il embauchait une autrice, enfin, il quelqu'un pour booker un peu les shows, pour écrire un petit peu à quel point elle aura un impact sur la promotion, vu que Tony Khan, c'est son bébé, j'en sais rien. Mais bref. Bon, la WWE remporte la promotion de l'année. Par contre, Best Weekly TV Show, Dynamite. Hein, faut pas déconner, numéro 1, Dynamite. Bien devant le reste. Et c'est pas une blague, deuxième meilleur weekly TV show, Collision. Et seulement troisième SmackDown. Parce que, faut bien comprendre, hein, l'audimat de la WWE quand même, bon. Et là, ils sont obligés d'admettre qu'après, avec tout le star power de la WWE, bon ok, en tant que compagnie, ok, je veux bien WWE devant. Par contre, en tant que TV show en mode hebdomadaire, en weekly TV show, non, Dynamite, ça reste devant, hein, c'est mes principes. Hein. La WWE, c'est meilleur que la WWE, hein, c'est mes principes. Hein, je peux pas mettre SmackDown meilleur show de la semaine, hein, impossible. Même s'il y aura de la merde chaque semaine, je m'en bats les couilles. Hein. AEW, c'est les bangers, c'est les best. Non, voilà, je comprends, ils ont des principes, faut les comprendre, n'allez pas les agresser, n'allez pas les insulter, c'est leurs principes, je comprends, c'est très compliqué de rejeter ces principes. Mais sans déconner, Collision en deuxième position. Sans déconner. Et encore une fois, je le redis, mais à ses débuts, quand Punk et FTR étaient les standard du show, mais Collision c'était un putain de banger et c'était incroyable comme show, et je pèse mes mots, avec Ricky Starks en tant que top heel, avec, je me rappelle, il y avait aussi Hobbs qui avait beaucoup d'importance, le retour de Miro qui reprenait de plus en plus d'importance, putain, Jay White et Juice Robinson, ils étaient fantastiques tous les deux, bref, c'était vraiment un très très bon show de catch. Jusqu'à que un petit connard du nom de Jack Perry dise It's real glass, cry me a river. Et après là, Collision était terminée. Collision était foutue. Jack Perry a tué CM Punk, a tué Collision, a tué la EW. Merci Jack Perry. On redit. Sans toi, je pense que Collision serait numéro 1. Malheureusement, c'est dommage. Le match de l'année, Pro Wrestling Match of the Year, numéro 1, à la quasi-unanimité. Kenny Omega contre Will Ospreay à Tokyo. J'ai pas vu. Numéro 2. Kenny Omega contre Will Ospreay à Toronto. J'ai pas vu. Numéro 3. MJF contre Bryan Danielson à San Francisco à Revolution. Ah, j'ai vu et c'était vachement bien. Je suis d'accord avec le numéro 3. Encore une fois, j'ai pas vu les deux premiers, mais connaissant Kenny et connaissant Will Ospreay, je me doute que ce soit un bon match de catch, un match un petit peu épique où il se passe 100 000 choses, je me doute que c'est le cas, mais je ne pense pas que je vais autant aimer ce match que comme j'aimais MJF et Bryan Danielson, parce que pour moi, MJF contre Bryan Danielson était probablement le meilleur match de catch de l'année, avec Rhea Ripley contre Charlotte Flair. C'était les deux meilleurs matchs. C'est les deux matchs, en fait, quand je me dis match de l'année, c'est les deux matchs qui résonnent en moi. Avec aussi Roman contre Cody. Parce que peut-être que c'était moins spectaculaire, mais je me rappelle de l'enjeu, à quel point j'étais impliqué dans ce match, à quel point j'avais peur, à quel point mon cœur était à la renverse pendant ce match. Moi, les trois matchs de l'année pour moi, ça se joue entre MJF Danielson, Rhea Ripley et Charlotte et Cody Roman à WrestleMania. Peut-être que j'en oublie d'autres, mais c'est les trois auxquels je me rappelle vraiment que je me dirais j'aimerais bien les revoir ces matchs. Bref. Ah aussi, t'as meilleur match de l'année, mais j'ai beaucoup aimé Punk versus Joe à All In, c'était sympa. Ok, cela étant fait, donc bon, encore une fois, j'ai pas vu le gagnant du premier match, mais je comprends pourquoi l'audimat de Dave vote pour ce match-là. Le United States Canada, donc le MVP des États-Unis et du Canada, numéro 1, Cody Rhodes. Bah, oui. oui, totalement. Pourquoi c'est pas le catcheur de l'année, c'est pas le catcheur de l'année, mais c'est le MVP des États-Unis et du Canada. Attention, c'est différent. Bon, si tu veux, Dave, si tu veux.
Numéro 2, Danielson. Numéro 3, MJF. Oui, bon, si vous voulez, on s'en fout un peu. Le Japan MVP, je vais pas trop m'attarder parce que je ne rappe pas, mais Will Ospreay est numéro 1, oui, c'est logique. Okada numéro 2, Naito numéro 3. Le Mexico MVP, Mystico numéro 1. Je sais même pas qui c'est, Mystico. El Hiro del Vikingo numéro 2. 3, Rocky Romero. Ah si, en fait, je connais Mystico, il était passé à la EW, en fait, je m'en rappelle un petit peu, mais bon, Osef sur 20. L'Europe MVP, Will Ospreay numéro 1. Gunther, il compte ou pas? Gunther, il vient de l'Europe. Ouais, Gunther devrait être numéro 1 sans broncher, sans hésiter, sans la moindre seconde. D'ailleurs, je pense même que Gunther, en fait, bon, que j'y pense, devrait être numéro 3 de catcheur de l'année. Et non pas MJF, mais bien Gunther dans le top 3 des catcheurs de l'année. Sans déconner, c'est facile. Lodge Award, le non-heavyweight MVP, donc l'Oscar, l'award du petit gars. Numéro 1, El Hero del Vikingo. J'ai rien à dire, le mec c'est le fils d'un viking, il ressemble à rien, il fait des cabrioles, il a aucun physique, il a aucune unicité. Oui, il fait des belles cabrioles, il les fait bien ces cabrioles, hein, j'ai rien à dire, mais il a aucun côté unique et j'ai aucune envie de popper pour lui. C'est un peu une blague le gars pour moi, donc bref, rien à foutre de ça. La femme de l'année, la meilleure catcheuse de l'année, numéro 1. Tony Storm, non je rigole, Rhea Ripley, évidemment, Rhea Ripley, heureusement, évidemment, il n'y a même pas de débat à avoir, il n'y a même pas de questions à se poser. Rhea Ripley a atomisé la compétition parce que, comme je le redis chaque semaine à chaque fois que je vois Rhea Ripley, il y a un gap entre son niveau et le reste du roster, et même entre le reste des femmes hyper fortes du roster comme Becky, Bianca et Charlotte, il y a un gap entre Rhea Ripley et le reste du roster. Je pèse mes mots. Elle est vraiment au-dessus du game. Elle est loin au-dessus du game. Il faut que les femmes s'accrochent. Il faut vraiment qu'elles élèvent leur jeu, qu'elles élèvent tout leur game, tout ce qu'elles savent faire. Il faut qu'elles l'élèvent, il faut qu'elles aillent au stade supérieur si elles veulent avoir la moindre chance de battre Rhea Ripley. Aux yeux de la compagnie, c'est dingue le niveau qu'elle a en fait. Et le full package qu'elle a à ce niveau-là, à son jeune âge, c'est limite effrayant en fait. La rivalité de l'année. Sami Zayn et Kevin Owens contre la Bloodline. Oui, allons-y. Même si, en toute honnêteté, je pense pour moi que... En fait, le problème que j'ai, c'est que j'ai du mal à considérer que Sami contre la Bloodline, ça fasse partie de l'année 2023. Parce que en soi, c'est plus une histoire de 2022. Ça avait lieu fin 2022, tout début 2023, avec le climax à Elimination Chamber qui était mi-février ou début février, je crois. Donc j'ai un peu du mal à me dire que ça mérite le award de cette année-là, parce que oui, c'était exceptionnel, mais est-ce que c'était cette année-là? C'est un peu ça le problème que j'ai. Et honnêtement, Sami Zayn et Kevin Owens contre la Bloodline, donc plus contre Jey Uso, enfin plus contre les Usos, c'était la suite logique, mais ça restait moins marquant quand même que la rivalité entre Cody et Roman Reigns, on va pas se mentir. C'était moins marquant, beaucoup moins marquant. J'ai beaucoup aimé la rivalité entre Cody et Brock Lesnar aussi. Je sais que ça fait pas unanimité, je sais que pas tout le monde a adoré cette rivalité, moi je l'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, en sachant que Cody a commencé l'année 2023 en rivalité contre Roman Reigns et termine l'année 2023 en remportant le Rumble avec ce qui s'est passé au WrestleMania Kickoff et ses retours avec le Rock et Cody, et etc. En vrai, je pense que Cody contre Roman devrait être la rivalité de l'année. Ça devrait être la rivalité de l'année parce que je vois pas pourquoi ce serait pas le cas en fait. Vous savez quoi qui aurait dû remporter cet award? Punk contre l'AEW. La rivalité de l'année numéro 1, Punk contre l'AEW. Sans hésiter. Sans hésiter, je la mets numéro 1, mais loin devant tout le reste. C'était la plus divertissante de très 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 loin. Punk contre Tony Khan et les EVPs, avec grand plaisir. Oh putain. Numéro 2, Adam Page contre Swerve Strickland, je comprends, je n'ai pas été très fan, mais je comprends. Et numéro 3, Kento Miyahara contre Katsuhiko Nakajima, je connais pas. Le best box office draw, le best draw du monde du catch. Numéro 1, Roman Reigns. On peut pas argumenter contre ça, c'est logique. Numéro 2, Cody Rhodes. Numéro 3, John Cena. Oui, je vais pas argumenter contre ça. Peut-être CM Punk aurait dû être présent, mais vu qu'il y a c'était peut-être plus un drôle sur l'an dernier, vu qu'il était beaucoup plus présent. Le catcheur qui a le plus progressé. Numéro 1, Julia Hart. Elle a tant progressé que ça. Enfin, je sais qu'elle est championne, mais j'ai pas vu tant de changements que ça. Enfin, je m'en fous un peu de son règne actuellement de championne TBS.
Numéro 2, Dominique. Moi, je pense que Dominique devrait être devant Julia Hart parce que, vu à quel point il a beaucoup plus de hits et beaucoup plus de précises que Julia Hart, il est beaucoup plus important. Ouais, je pense que Dominique devrait être devant Julia Hart. À quel autre catcheur je pourrais penser sur un catcheur qui a le plus progressé cette année? LA Knight. En fait, LA Knight n'a pas vraiment progressé, c'est plus que la compagnie l'a mis sur devant de la scène. Alors qu'avant, il était dans un gimmick à la con. Mais ensuite, il n'a pas vraiment progressé, il a toujours été très très bon, LA Knight. Ouais, en vrai, ça joue entre LA Knight et Dominique, hein, c'est eux qui devraient être numéro 1. Le catcheur le plus charismatique, numéro 1, MJF. Cette année, je suis pas sûr, justement. En fait, je suis d'accord sur le début de l'année, mais sa fin d'année, pour moi, était loin d'être charismatique, MJF. Loin d'être charismatique. Son run en tant que face, ça marchait pas pour moi. Je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, ça ne marchait pas, MJF en tant que face. Ouais, le plus charismatique de l'année, non, je suis désolé, ça devrait être Cody Rhodes. Ça devrait être Cody Rhodes, encore une fois. Je sais qu'il va tout rafler, mais ça devrait être Cody Rhodes. Catcheur le plus charismatique de l'année, Cody Rhodes. Je trouve assez loin. Numéro 2, on a Roman Reigns. Oui, je peux pas argumenter contre ça, il est très charismatique. Et numéro 3, Kento Miyahara, je connais pas. Le meilleur catcheur technique, le best technical wrestler, aussi appelé son nom officiel, le Bryan Danielson Award. Qui a gagné ça? Vous n'êtes pas prêts? Numéro 1, Bryan Danielson. Vous savez quoi? Ça fait plusieurs années qu'il remporte ce prix. Ça fait plusieurs années que le Bryan Danielson Award est remis à Bryan Danielson. Le pire, c'est qu'on peut pas argumenter. On peut pas argumenter, hein. C'est son award. Oh, Dave, espèce de gros marque, putain, la gênance à chaque fois. Oh, putain. Oui, bon, bah, best catcher technique, Bryan Danielson, oui, allons-y. Ah, celui-là est drôle. Le best brawler, le Bruiser Brody Memorial Award, le best brawler est remis à Jon Moxley. Mais oui, bien sûr, le best brawler du business, le prix du meilleur brawler du business revient au pire brawler du business. Allons-y, Jon Moxley. Oh putain, espèce de marque, encore une fois. Tu te fais avoir, Dave, et ton audimat se fait avoir. Jon Moxley est en mode je suis trop badass, et je suis là, je mange du sang, bouquer les matchs comme dans Rocky 3, parce que dans Rocky 3 c'est trop badass, et je vends rien, et machin, et je saigne comme ça, et René, viens là. On croit rien ce qu'il fait. Il a les pires coups du business. Il ne vend absolument rien. Ses expressions faciales, c'est 0 sur 20. C'est une parodie sur pattes. Non, ce n'est pas le best brawler du business. Loin de là. Il est loin d'être un bon brawler, Jon Moxley. Son catch, c'est de la poubelle. C'est de la putain de poubelle. Numéro 2, Tomohiro Ishii. Adam Page, numéro 3. En fait, c'est un prix pour le catch pourri, en fait. Bah, dans ce cas-là, il le mérite, hein, j'imagine. Meilleur catcheur aérien, numéro 1, El Hiro del Vikingo. Oui, bah à la limite, c'est le seul prix qu'il devrait mériter, hein, parce que c'est ce qu'il sait faire de mieux des cabrioles, donc allez, on y va. Le catcheur le plus surcoté. Oh putain, je viens de voir les noms dans ce classement. Oh mon dieu. Oh, vous êtes pas prêts. Bon, numéro 1, Sanada. Sanada, je crois que c'est le mec qui a un problème de cerveau, il me semble, dans le kayfabe, il a échangé de cerveau, un truc comme ça. J'ai pas suivi l'histoire, mais c'est un truc à la con. Je suis même pas sûr de ce que je dis, mais je crois que c'est bien lui. Je vais pas commenter, je vais pas argumenter, j'en ai rien à foutre. Mais vous êtes pas prêts pour le numéro 2, le numéro 3. Catcher le plus surcoté, numéro 2, Roman Reigns. Allez lui dire ça en face. Allez lui dire ça en face. Allez dire au mec qui est actuellement dans le main event de chaque putain de WrestleMania, qui a le titre le plus prestigieux, qui est le plus gros draw du putain de monde, du catch, qu'il est surcoté. Eh les amis, si c'est un draw, s'il est aussi charmant depuis aussi longtemps, c'est pour une raison, non? Je sais pas, peut-être qu'il rapporte des putains de milliards de dollars à la compagnie, par exemple. Je dis ça, je dis rien. Oh, vous savez qui est numéro 3? CM Punk. CM Punk surcoté. J'en reviens pas. Surcoté? Le mec qui crée un tollé sur le net, sur toute la fanbase du monde du catch parce que, oh mon dieu, il aurait fait peur à Tony. Tony a eu peur pour sa vie, il a eu peur de CM Punk, le mec ingérable dans les coulisses. Oh mon dieu, on peut pas le gérer, c'est un cancer pour les vestiaires, un cancer. Putain, 2 mois après, le mec il fait son retour à la WWE, il est hyper hype. La Triple H, son ennemi de toujours, celui avec qui il était en rivalité contre CM Punk dans la vraie vie, vraiment il pouvait pas se saquer, il se serre la main de manière courte.
de manière très cordiale et ils vont faire du business ensemble parce que c'est comme ça que ça marche. CM Punk est dans le main event de Royal Rumble et dans le duo final du Royal Rumble face à Cody Rhodes. Il enchaîne rivalité sur rivalité. Il est prêt à affronter Drew McIntyre à son retour à SummerSlam, puis à enchaîner sur Seth Rollins plus tard. Il est surcoté, CM Punk. Vraiment? Bande d'attardés mentaux. John Moxley numéro 1. John Moxley numéro 1, catcheur surcoté, putain. Orange Cassidy, les Young Bucks. Ça, c'est surcoté. Putain. Catcheur le plus sous-estimé. Numéro 1, Chad Gable. Ouais. Oui, je suis d'accord. Encore une fois, je pense pas que Chad Gable devrait être un champion du monde. Parce que, encore une fois, je suis désolé, c'est assez régressif, c'est un peu dommage, mais c'est vrai que le catch, c'est aussi un côté image qui joue beaucoup. Et ce que dégage Chad Gable, c'est pas une aura de champion. C'est une aura de putain de bon underdog. Pour moi, Chad Gable devrait avoir la place, le prestige qu'a actuellement Sami Zayn, par exemple. Ou Jey Uso. Vous voyez ce que je veux dire? Un catcheur important, un bon babyface, un très bon underdog, mais pas un bon champion du monde. Un bon champion secondaire. Je pense que Chad Gable mériterait un titre secondaire. Bien sûr. Encore une fois, j'ai eu ce débat avec des gens dans le commentaire. Non, pour moi, il ne devrait pas battre Gunther. Je ne pense pas parce que, après ce règne historique, après tous les adversaires qui a battu Gunther, je ne pense pas que Chad Gable mériterait de battre Gunther. Par contre, avoir un match dans un pay-per-view contre lui, un match à l'arracher, oui, il mérite. Il mérite. C'est un très excellent catcheur. Et il devrait être au-dessus de ça. Pourquoi pas que Chad Gable batte Logan Paul? Je dis ça, je dis rien. Pourquoi pas, à vrai dire? Vous voyez ce que je veux dire? Genre, oui, il mérite un titre. Il mérite d'être plus sur le devant de la scène parce qu'il est vraiment très bon. Pour ça demande un changement de gimmick. Ça demande qu'il arrête de faire fuck you et chuch. Faut arrêter ces conneries. C'est un catcheur, un très bon catcheur qui adore la compétition et qui veut se battre et prouver qu'il est bon dans ce putain de business. On change le gimmick, on a sur un truc beaucoup plus sérieux. Et là, ça peut marcher. Numéro 2, Takeshita. Il est sous-coté, Takeshita? Oui, en vrai, moi aussi, j'aimerais beaucoup voir Takeshita plus au-dessus de la carte. Vraiment plus au-dessus de la carte. On verra. Est-ce qu'il est vraiment sous-coté? Peut-être qu'il n'est pas assez utilisé, je suis d'accord. Enfin, moi, j'aimerais bien voir Takeshita, Konosuke Takeshita, beaucoup plus utilisé parce que c'est un des points les plus forts de Dynamite. Sincèrement, les plus forts. Et Tony ne l'utilise pas assez. Numéro 3, Daniel Garcia. Non. ne me lancez pas sur le sujet. Non, il n'est pas... Daniel Garcia, il n'est pas sous-coté. Il est très bien à sa place, là. Il est très bien à sa place. On va pas le faire aller plus loin. Déjà, il a beaucoup trop de matchs, Daniel Garcia. Il est beaucoup trop présent à la télé. Et je suis désolé, même s'il est over auprès de cette audience-là, même si l'audience de la EW l'aime bien, on rappelle que ce ne sont pas des fans normaux. Désolé. Non, un casu qui voit Daniel Garcia à sa télé, il va dire mais c'est qui cette blague? C'est qui ce gars? Non, il est pas sous-coté Daniel Garcia, faut arrêter les conneries. Le rookie de l'année, Yuma Onzai, je connais pas. Numéro 2, Action Andretti. Non, passons, je n'en vois aucun qui est intéressant. Le meilleur non-wrestler, le meilleur gars qui n'est pas un catcheur. Numéro 1, Don Callis. Numéro 2, Paul Heyman. Numéro 3, Prince Nana. Non, Paul Heyman numéro 1 sans hésiter. Don Callis numéro 2. Le reste, on s'en fout. Mais numéro 1, Paul Heyman, évidemment, loin devant Don Callis. Qu'est-ce qu'a fait de marquant Don Callis cette année par rapport à ce qu'a fait de marquant Paul Heyman? Encore une fois, Audima de Dave Meltzer. Je sais que vous êtes anti-WWE, je sais que vous adorez la EW, mais répondez-moi franchement, dites-moi droit dans les yeux que Don Callis a fait des segments plus marquants que Paul Heyman cette année. Dites-le moi franchement. Oh putain, mais ça s'enchaîne. Le meilleur commentateur, le best television announcer, et numéro 1, Excalibur. Non mais... Excalibur. Ce plouc avec son vieux masque à 2 balles sur la tête. Comment... Meilleur commentateur de l'année. Par pitié, putain. Pitié. Oh la vache. Passons. Le pire commentateur de l'année. Numéro 1, Booker T. Non, numéro 1, Excalibur. Numéro 1, Excalibur, je sais. Putain, numéro 3, ils ont mis Jim Ross. Jim Ross est numéro 3. Les gars, un petit peu de respect.
Non, sincèrement, bien sûr que Jim n'est plus le commentateur qu'il était. Bien sûr qu'il est devenu vieux. Mais vous allez pas le désigner pire commentateur de l'année, Jim Ross, sans déconner les gars. Du respect pour le mec. Le mec est vieux, il mérite pas d'être pire commentateur de l'année. Non, le pire c'est Excalibur, qui est dans toute sa jeunesse, qui est dans le feu de son... dans le prime de sa carrière, et il fait un travail de merde. En faire des caisses là. Oh mon dieu, la Spanish Fly. Ta gueule. Ta gueule, Excalibur. Excaliburne. Le meilleur, le best major, le meilleur pay-per-view en gros. Le meilleur pay-per-view de l'année, numéro 1, Revolution. Bon, c'est vrai que c'était le meilleur pay-per-view de l'AEW de l'année. Là-dessus, je suis d'accord. Mais les gars, c'est devant WrestleMania, c'est devant le Royal Rumble. Sans déconner, quoi. Numéro 2, et c'est pas une blague, Forbidden Door. Oh putain, mais cette audience qui se masturbe, putain, ils sont là, oh, il y a du Japan et de la EW dans un match ensemble. Oh. Hey, les gars, c'était un show de merde. Forbidden Door, c'était un show de marque pour marque, un show de niche pour des fans de niche. C'était absolument pas le deuxième meilleur show principal de l'année, putain. Putain, c'est même devant All In. Numéro 3, All In à Londres. Vous êtes teubés ou quoi? Non mais sans déconner, vous êtes teubés ou quoi? Prenons en compte le fait que l'AEW, qu'on prend en compte que leur show, okay, on oublie la WWE, meilleur pay-per-view de l'année, vous mettez Forbidden Door devant All In. Vous êtes des oufs. All In, c'est bien plus important que Forbidden Door. Ça a été bien plus un draw que Forbidden Door. Que les matchs étaient beaucoup plus marquants que Forbidden Door. Forbidden Door, c'est un putain de fantasme de marque. C'est tout ce que c'est. Mais tant mieux si vous aimez, j'imagine. Mais putain, la vache, quoi. Le pire pay-per-view de l'année, numéro 1, Crown Jewel. En plus, dans mes souvenirs, ce Crown Jewel là était un des mieux dans mes souvenirs. Mais oui, je comprends, hein, l'Arabie Saoudite, c'est un peu dégueulasse. La WWE qui fait partenariat avec eux, oh là là, ça pue. Oui, bon, si vous voulez, ça reste bien meilleur que Forbidden Door à mes yeux, mais vraiment bien meilleur que Forbidden Door, qui était pour moi un des pires pay-per-view de l'année, mais un des pires de très très loin. Tiens, numéro 3, il y a un show de la WWE, World's End. Ah bon? Ok, bon, je sais pas, j'ai pas vu intégralement, donc peut-être. La meilleure technique de catch, le Will Ospreay Hidden Blade. Ok, numéro 2, le Will Ospreay Stormbreaker. Numéro 3, le One Wing Angel. Oh putain, mais c'est marque, putain. Bon, après, cette catégorie n'a aucun putain de sens. La meilleure prise de catch. Oui, bon, si vous voulez, qu'il y en a quelque chose à foutre, quoi. On s'en bat les couilles. C'est vraiment incroyable. Intéressant ça. La tactique promotionnelle la plus dégueulasse. Intéressant comme prix. Alors en numéro 1, on a la WWE qui se détache de Vince McMahon et ensuite qui le ramène au pouvoir avec TKO pour le garder dans une position de pouvoir. Oui, ça mérite d'être numéro 1. Oui, cette année, dès que tu parles de Vince McMahon, c'est clairement le plus gros scandale de l'année. La plus grosse dégueulasserie tactique promotionnelle pour bien sûr, Vince McMahon numéro 1, il n'y a aucun problème. Numéro 2, j'ai la WWE continue sa relation avec l'Arabie Saoudite. Oui, c'est vrai que c'est pas cool. Et numéro 3, la NW Cocaine Spot en pay-per-view. Bon, ça, j'ai pas vu. C'est dingue. Pourquoi on parle pas en numéro 3, je sais pas, moi... Tony Khan dit la merde, dit qu'il lui part pour sa vie, vire la plus grosse star de sa compagnie pour des raisons politiques. Je sais pas, pourquoi on n'en parle pas de ça? Non, je comprends. Vince McMahon était tellement un énorme problème que, évidemment, c'est le numéro 1. Évidemment, ça ne peut pas être autre chose. Je rejoins l'image de Dave Meltzer à ce niveau-là, ça reste des humains avant tout. Le pire show télé, NWA Power, numéro 1, d'accord. Numéro 2, Raw. Non, les gars, non, pas Raw. Alors, Raw, c'est pas bien, 3 heures de show, c'est beaucoup trop à chaque fois, mais Raw a enchaîné des segments bien plus marquants que Dynamite et Collision cette année, les gars. NXT numéro 3, encore une fois, je regarde pas NXT, mais de ce que j'entends de vous n'allez pas me dire que NXT est un des meilleurs shows de l'année actuellement, qu'il se passe beaucoup de choses de très très bien à NXT pour ceux qui regardent, et que c'est bien meilleur que Dynamite par exemple. Les gars, putain, vous êtes cons là, sans déconner, vous êtes cons. Je suis sûr qu'en plus que la plupart des gens
qui mettent Raw et NXT là en numéro 1 et 2, là, en numéro 2 et 3, ils ne regardent même pas les shows, j'en suis persuadé. Votez pas, putain. Le pire match de l'année, Bray Wyatt contre LA Knight. Ah, ça avait lieu où ça? Ça avait lieu à Elimination Chamber, je crois. Bray Wyatt contre LA Knight. Je me rappelle, j'avais pas aimé la rivalité. Je me rappelle beaucoup. J'étais en mode putain, ils sont en train d'enterrer LA Knight, qui devient qui était l'aspect le plus divertissant de la rivalité contre Bray Wyatt. J'aimais pas beaucoup son travail, Bray Wyatt, à ce moment-là. Encore une fois, paix à son âme, et je respecte à fond ce qu'il a fait dans sa carrière. Mais c'est vrai que cette rivalité-là, j'ai pas beaucoup aimé son travail. Je m'en rappelle très bien. Je critiquais un peu tout cela. Pire match de l'année. Je suis pas d'accord. Je me rappelle que le match, j'avais pas aimé. Hein. Je suis d'accord que le match était un peu con. Hein. Je me rappelle très bien. Mais sans déconner, cette année, on a eu bien pire. Déjà, tous les matchs de Orange Cassidy rentrent dans cette catégorie. Devraient être devant ce match contre Bray Wyatt contre LA Knight. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme match, comme pire match de l'année? Il y a pas eu un match à WrestleMania qui était un peu débile. Je sais plus. Ah bah tiens, si, il est là, Shane McMahon et Snoop Dogg contre le Miz. Non, en vrai, il était marrant ce match. Il était culte. C'était très drôle. Oh, la manière dont Shane McMahon se pète les rotules là et que le Miz sait pas quoi faire et que Snoop Dogg lui fait une mandale. Non, c'était incroyable. C'est pas le pire match de l'année. C'était exceptionnel, je me rappelle. Un nanar de l'année évidemment, mais exceptionnel. Oh non, je pourrais pas dire que le pire match de l'année, à vrai dire. J'en ai vu tellement la WWE, j'ai vu tellement de catastrophes. Bah déjà le match hardcore entre Adam Page et Swerve Strickland, là c'était de la grosse merde. Les matchs avec John Moxley, de la grosse merde. Oh putain, mais si, il y a eu Hook contre Samoa Joe, Hook contre Samoa Joe, c'était exceptionnellement nul, putain. C'était de la grosse merde, bordel. Non, il y a plein de matchs qui pour moi, je pense, dépassent Bray Wyatt contre LA Knight, faut pas déconner. La pire rivalité de l'année. Et j'étais très surpris. MJF contre le démon. Numéro 1. Et ça me surprend. Parce que, qu'on soit pas d'accord, c'est de la merde cette rivalité. C'était de la grosse merde. Ça faisait aucun putain de sens. C'était chiant, c'était long, c'était éprouvant. MJF en face, ça marchait pas. Le démon s'en battait les couilles. Il n'y avait aucune hit. On sentait que ça allait être décevant le résultat final. Et les gens sont d'accord. Pire rivalité de l'année. Et bah bravo les gens. Bravo au D-Mat de David d'avoir eu les yeux ouverts. Bien joué. Alors, en numéro 2, on a Outcast contre les AW Originals. Ah oui, c'était la rivalité avec Saraya, Tony Storm et Rubiso, les Outcasts. Je sais même plus contre qui c'était, j'ai oublié. Putain, vous voyez, en rivalité, 2 dans le top 3 sont en rivalité de la AEW. Aucune rivalité de la WWE dans ce top 3. Encore une fois, ça montre que côté WWE, on sait faire des rivalités. Du moins, on essaie d'en faire des bonnes. Côté AEW, c'est une catastrophe. On ne sait pas builder des rivalités. On ne sait pas faire. Et là, mais oui, mais Kozak, Swerve Strickland contre MJF, contre Adam Page, c'est une très bonne rivalité. Oui, super, il y en a une par an, c'est cool. Bien joué à eux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au bout d'un moment, on aimerait en faire un peu plus que ça, non? Un petit peu plus. Les gars, ils ont raté Samoa Joe contre MJF. Ils ont raté Samoa Joe contre MJF en rivalité. Ils ont réussi à rater ça. Ils ont réussi à rater ça, putain. Mon Dieu. La pire promotion de l'année. NWA numéro 1. AAA numéro 2. WWE numéro 3. Bon, pas de commentaire là-dessus. Le meilleur booker. On y est enfin. Meilleur booker de l'année. Le prix tant convoité par Tony Khan, le prix qui a été cambriolé par Tony Khan après toutes ces années alors qu'il fait un travail de merde. Le meilleur booker de l'année pour la première fois de sa carrière, pour la seconde fois, excusez-moi, Paul Levesque, numéro 1. Et Tony Khan, là, il est en larmes. Je comprends pas. On fait notre meilleure année. On a jamais fait un aussi bon produit. Les matchs ont d'excellentes factures. On a fait un show à All In. Et je sais pas. J'ai même eu peur pour ma vie cette année. Tellement je me suis battu. Et j'ai pas le prix. Bah oui, c'est mérité, mon petit Tony. C'est dommage, hein. C'est dommage. Sors-toi du cul. Laisse un booker digne de ce nom booker ton show de merde. Arrête de virer tes stars. Et peut-être que tu retrouveras ce prix tant convoité que tu aimes tant. La réalité, le fait, c'est que cette année, Paul Levesque t'a écrasé. Il t'a écrasé. La qualité des shows hebdomadaires, les rivalités secondaires qui
encore une fois, ne seront jamais mémorables, mais qui servent à rendre les shows captivants, à faire tenir les gens sur la durée, avant qu'ils arrivent aux rivalités principales de main event chaque semaine, pour arriver au climax qu'on lui a à chaque pay-per-view, qui sont toujours de bons climax. Paul Levesque, sur la durée, pendant un an entier, n'a jamais eu une seule fausse note. Il n'y a jamais eu tout qui était acheté cette année. Il t'a atomisé, il t'a baissé le fut, t'as fait une petite fessée, t'as fait voilà comment on fait là. Et qu'on soit bien d'accord, ce prix, t'aurais dû arrêter de l'avoir depuis 2022. Ça fait 2 ans, ça fait 2022 et 2023, 2022 et 2021 que t'as eu ce prix que t'aurais jamais dû avoir. Non, ça fait voilà. L'année dernière, t'aurais pas dû avoir ce prix, point barre. Enfin, t'es rappelé à l'ordre. Et Meltzer, le fait que son audimat s'en rende compte aussi, ça veut dire quelque chose. Ton audience, qui est la même audience que celle qui lit le Wrestling Observer, Tony, la même putain d'audience, celle qui, dans leur cœur, par leur principe, mettent l'AEW Best Promotion de l'année, ne t'accorde pas le prix du meilleur booker. Et c'est même pas, et c'est loin, Paul Levesque est loin devant. Donc au bout d'un moment, arrête de mentir, arrête de dire que c'est la meilleure année de ta vie, arrête de dire que c'est les meilleurs shows de ta putain de carrière, Tony, parce que ce n'est pas vrai. Et parce que tes fans sont les premiers à dire que cette année, la AEW, c'est de la merde. Au bout d'un moment, il faut l'assumer, il faut le voir, il faut l'entendre, et il faut faire des choses pour s'améliorer. Et c'est pas en faisant des triple threats, des six-man tags contre le BCC, contre des putains de Mexicains, donc personne n'en a rien à péter, que tu vas arranger les choses, Tony. Le promoteur de l'année. Tu sais, le promoteur de l'année, c'est ton boulot, c'est ce que tu sais faire de mieux, Tony. Tony, ce que tu sais faire de mieux, c'est proposer des affiches, proposer des dream matchs. C'est ce que tu dois continuer à faire. Et c'est là où des bookers ensuite vont faire le boulot pour arriver à ce résultat que toi tu produis. T'as même pas remporté le prix du meilleur promoteur de l'année. Ce prix revient à Nick Khan. Pourquoi ? Parce que Cody Roman, parce que Cody Brock Lesnar, parce que Jey Uso Roman Reigns, parce que tous les matchs contre Gunther. Oui, Drew Gunther à SummerSlam. Il t'a atomisé, Nick Khan. En termes de qualité d'affiche cette année, il t'a atomisé. Tony Khan est seulement deuxième. Le meilleur gimmick, on s'approche de la fin. Numéro 1, Tony Storm. Non mais c'est drôle en vrai. Hein. Le meilleur gimmick, Tony Storm. Tony Storm. C'est une blague. Numéro 2, Christian Cage. Pourquoi Christian Cage n'est pas en train d'écraser Tony Storm là ? C'est quoi le délire les gars ? Numéro 3, Orange Cassidy. Non, par pitié, non là c'est trop. Oh, c'est trop, putain. C'est trop. Tony Storm et Orange Cassidy sont dans le top 3 du meilleur gimmick de l'année. Mais c'est pas une blague, putain. Vous êtes des attardés, les membres du Wrestling Observer. C'est pas une blague. Si tu m'écoutes actuellement et que tu es dans Wrestling Observer et que tu as voté pour Orange Cassidy, je vais pas avoir le temps d'argumenter. Va voir mes vidéos. Écoute-les. Parce que le fait que tu votes pour Orange Cassidy, t'es une blague pour le putain de business. Tu ne comprends pas le business. Mais j'ai envie de te tarter la gueule. Voilà. C'est dit. Non, Tony Storm, soyons sérieux. Meilleur gimmick de l'année. Non. En fait, c'est assez particulier parce que, effectivement, je la trouve très bonne dans ce gimmick. Ce personnage, si on prend ce personnage sur le papier, il est écrit sur le papier et il faut l'adapter, il faut l'interpréter. Sur le papier, l'interprétation que fait Tony Storm par rapport à ce gimmick, il est incroyable. La performance de Tony est incroyable. Vraiment, je tiens à le souligner, elle fait très bien son boulot par rapport au gimmick qui lui est proposé. Ou qu'elle propose, j'en sais rien. Mais ce gimmick ne fonctionne pas dans un programme de catch. C'est trop. Le problème n'est pas l'interprétation qui est excellente. Le problème est le gimmick de base. Et vient que... En fait, comment tu expliques dans le kayfabe
que Tony Storm arrive à faire en sorte que la production change sa manière de faire. Genre, dès qu'elle apparaît, il faut absolument que la production, il lance du noir et blanc, il lance un espèce d'image saccadée, il rajoute de la musique. Comment c'est possible que les promoteurs, les intervieweurs, ceux qui font leur boulot de promoteurs, rentrent dans le jeu Tony Storm en mode, elle remporte un Oscar, elle remporte des trucs machin. En fait, comment ça marche dans le kayfabe? Comment ça fonctionne dans le kayfabe, ce gimmick? La cassure avec le reste du produit est beaucoup trop grosse. Oui, c'est divertissant, oui, c'est marrant. Mais la cassure, elle est énorme. Et quand tu arrives à un match de catch, à un climax, pour vendre un pay-per-view, mais comment tu fais? Enfin, oui. C'est... Ça ne marche pas. Sur le papier, ça ne marche pas. L'interprétation est bonne, mais ça ne peut pas gagner le meilleur gimmick de l'année. Surtout que dans le papier, surtout quand t'as Christian Cage qui est présent, surtout quand t'as LA Knight qui n'est même pas dans le top 3. LA Knight, putain de merde. Vous savez quoi? Même Seth Rollins, j'ai tendance à clasher son putain de gimmick, à faire j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus over que Tony Storm, putain. What the fuck? Le pire gimmick. Numéro 1, le démon. Putain, les gens ils sont vraiment pas aimé le démon, hein. Oh la vache. Putain, les fans du Wrestling Observer, les fans de la WWE, ils ont vraiment pas aimé le démon, putain. C'est surprenant à quel point c'est énorme. Démon numéro 1, bien sûr, je peux pas dire le contraire, c'était la grosse merde, c'était de la putain de chasse atomique. Là-dessus, je suis complètement d'accord. Numéro 2, QTV. Oui, QT Marshall. Oh putain, quel enfer. Oh, c'était nul à chier. C'était si mauvais. Oui, je suis d'accord avec vous. Numéro 3, Tony Storm. Ah tiens. Donc, vous êtes en train de me dire que le meilleur gimmick est aussi le top 3 du pire gimmick. Ça veut tout dire. Et enfin, le reste, c'est le meilleur wrestling book remporté par The Last Real World Champion by Tim Hornbaker et le meilleur documentaire de catch, le Dark Side of the Ring, Chris and Tammy. On a fait le putain de tour. Putain, il y avait des prix. Il y avait beaucoup de prix, mais c'était assez divertissant, c'était assez marrant. Donc encore une fois, je suis d'accord avec certains trucs, d'autres trucs, je suis en mode, les gars, vous abusez. En même temps, on a affaire à un audimat de marque, des fans de niche pour un produit de niche. Il y a 2-3 choses que je comprends. Des choses qui sont assez lunaires, on va pas se mentir. Des noms qui reviennent. Ce qui est très surprenant, le plus surprenant évidemment, c'est la présence de la WWE en tant que meilleure promotion et meilleur booker. Là-dessus, face à ces fans de catch qui sont complètement matrixés, brainés par les propos de Dave Meltzer, je trouve ça bien que ça arrive. Ça montre qu'il y a quand même quelque chose qui est vrai, qui se passe actuellement, et que tous ces gens qui se disent que la AEW est le meilleur produit à l'heure actuelle, faut leur faire entendre raison, faut leur foutre des petites claques dans la gueule, leur dire, les gars, mais réveille-toi, putain, réveille-toi, open your mind, Neo, sors de la matrice, c'est ça, la AEW c'est la matrice. En fait, tous les fans de la AEW, ils sont comme Nio. Et putain, en fait, soyez le Morpheus de quelqu'un. Si vous avez un pote qui est fan de la AEW, qui n'ouvre pas les yeux, qui dit non, la AEW c'est vraiment de la merde. En plus, ce qui se passe avec Vince McMahon, c'est vraiment un scandale. Jamais je regarderai ce produit de merde. En plus, c'est trop nul. Roman Reigns, il est vraiment surcoté. Vous êtes là, vous vous dites, soyez leur putain de Morpheus. Soyez leur putain de Morpheus, les gars. Donnez-leur 2 pilules, montrez-leur ce qui se passe entre Cody et Roman Reigns, montrez-leur le kick-off de WrestleMania, le kick-off, la conférence de presse. Vous leur dites, ouvrez-leur les yeux. Sors de la matrice. Ne sois plus un attardé mental. Dans cette vidéo, je crois que j'ai jamais été aussi violent vers des fans de catch dans une vidéo. Je suis désolé si je vous ai offensé. Mais en même temps, c'était super drôle, ça m'a diverti. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était Kozak. Prenez soin de vous, bande de fans de catch.